La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de M. Jean-Félix Chénier, auteur de la bande dessinée Résister et fleurir. Bienvenue à cette rencontre. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre proposition que vous offre Tête à tête. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Jean-Félix Chénier. Il est entre autres l'auteur de Résister et fleurir. Monsieur Chénier, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de me recevoir. Le plaisir est donc partagé. Ça part bien. Un tout petit détail que j'ai trouvé sur vous, le nom du chien de la famille qui s'appelait Diogène, qui, selon mes souvenirs, est un philosophe grec. Ouais. Et je me dis, si le chien de la famille s'appelle Diogène, ça veut dire que cette capacité de réfléchir sur la société, ça vous a été donné dès l'enfance? Oui, c'est ça. Moi, mon père est philosophe de formation, donc le nom du chien, ça vient de lui, là. Mais c'était quelqu'un de très introspectif, mon père. Là, je trouvais que les images que j'en ai encore aujourd'hui, il est assis dans le coin du salon, dans son fauteuil, il fume son cigare, il est assez pensif. Et donc, l'engagement politique puis l'engagement social, ça vient plus du côté de ma mère. Je dis souvent que ma mère puis ses sœurs, là, c'est comme un réseau social, avant le terme, là. Au téléphone, puis aussi engagé concrètement, là, ouais, c'est vraiment, je pense que... Ça voulait dire engagé dans son milieu, pas oui. juste dans la famille. Oui. Puis tu sais, autant au sens communautaire du terme, là, organiser des Saint-Jean-Baptiste dans la rue, que politiquement, je me rappelle que ma mère était militante, là, dans les premières années là, du Parti québécois, puis elle faisait des assemblées de cuisine, puis des affaires comme ça, là. Fait que j'ai un souvenir assez clair quand même de l'engagement citoyen de ma mère. Et aujourd'hui, vous êtes professeur de sciences politiques au Collège Maisonneuve. Oui. Curieux. Moi, j'ai eu un passage en politique et il n'y a à peu près aucun des politiciens qui vient d'un programme de sciences politiques, là. Ouais. Alors, les sciences politiques, on y vient comment et on y vient pourquoi? Bien, moi, en fait, c'est drôle parce que j'enseigne à Maisonneuve, mais j'ai étudié là. Et c'est là que j'ai découvert, moi je suis un fort partisan du réseau collégial, là. C'est là que j'ai découvert mon amour pour la science politique. Je pense que j'étais plus un littéraire, moi. J'aimais l'histoire, bien sûr, mais j'ai eu des profs marquants, là, Hélène Brassard puis Louis Caron, qui sont des profs aujourd'hui retraités, qui m'ont vraiment marqué puis qui m'ont donné la piqûre, si vous voulez, de ce que c'est que la science politique. Puis c'était pas tant la volonté de m'engager que d'analyser, d'observer, d'essayer de comprendre aussi. Puis la volonté peut-être de m'engager, parce que je pense que c'est un peu l'héritage de mes parents, là. Fait que, ouais. Est-ce qu'en plus de vous donner la piqûre, ils vous ont transmis le relais? Est-ce que vous avez eu une période où vous avez eu la chance d'enseigner pendant qu'ils y étaient encore? Juste Louis Caron, mon prof marquant, j'ai enseigné une session avant qu'il prenne sa retraite. Fait qu'on s'est donné le passage du témoin, là, ouais. Puis j'ai encore un beau souvenir de cette époque-là. Il y a encore des choses que je cherche à reproduire, là, c'est comment valoriser la parole étudiante, tu sais, puis comment essayer de construire le propos du cours avec la participation des étudiants, des étudiantes. Je trouve que c'est quand même difficile parce que des fois, il y a des dynamiques de classe qui ne lèvent pas. Des fois, il y a des horaires qui ne favorisent pas ça. Tu sais. Le matin à 8 heures, moi, je pense que c'est plus difficile. Moi, je milite pour que les cours commencent un peu plus tard. Moi, je suis un lève-tôt, mais je trouve que mes étudiants ne sont pas des lève-tôt. Fait que des fois, je trouve que on mériterait de commencer un peu plus tard pour favoriser ça. Mais ouais, j'essaie de reproduire ce qui m'a marqué, moi, à l'époque. C'était justement des cours où le prof ne faisait pas juste professer, entre guillemets, là. Il était capable d'aller chercher un peu les interventions des étudiants, des étudiantes, puis de leur donner du sens, tu sais, de la valoriser, cette parole-là, puis de la rattacher après ça à un cursus ou à un propos plus théorique ou plus académique, tu sais. J'ai lu Résister et fleurir, sur lequel on va revenir dans quelques minutes, mais j'ai aussi fait un parcours en me disant, est-ce que c'est la seule chose qui est signée Jean-Félix Chénier ou il y a eu autre chose avant? Et j'ai découvert dans un collectif qui s'appelait Pour un printemps québécois, un collectif auquel vous avez participé. Je ne suis pas convaincu que la citation que je vais vous lire est de vous, vous saurez me le dire, mais ça introduit quand même ma question. La citation était la suivante. « Le printemps québécois tel que nous l'entendons
se traduit par une volonté de reprise en main de notre destin collectif. Ouais. Je ne sais pas si c'est de vous, mais après avoir Ben, lu Résister et fleurir, je trouvais que ça vous ressemblait beaucoup, en tout cas sur le fond. Est-ce que c'est pas là la synthèse de vos engagements, peu importe le projet auquel vous participez? Peut-être. Puis c'est sûr que ça a été écrit dans le contexte de 2012, la grande grève étudiante qui, moi, m'a marqué. Moi, j'étais prof déjà, mais je voyais mes étudiants se lever pour ce qu'eux percevaient comme une injustice là, dans un contexte qui était le gouvernement Charest, là, où on découvrait justement la corruption mur à mur de ce gouvernement-là, là, qui, dans le processus d'octroi de contrat, favorisait ceux qui avaient collecté ou financé le parti. Même le processus de nomination des juges était entaché, on l'a vu dans la commission Bastarache. Donc, pendant que le gouvernement du Québec était corrompu à la moelle, bien, il refilait la facture aux plus précaires, qui sont les étudiants. Et donc, puis les étudiants avaient un discours que moi, je trouvais qui était très articulé là, sur la gratuité scolaire, sur l'égalité des chances dans une société démocratique. Puis le gouvernement répondait avec des slogans, là, 50 cents par jour. Et donc, je voyais là qu'il y avait une sorte de discours de sourds, des étudiants articulés, avec un projet de société cohérent, généreux, puis un gouvernement qui semblait mesquin, corrompu, puis qui répondait avec des phrases construites par des films de relations publiques, là, qui n'étaient pas dans le dialogue. Je trouvais ça quand même assez choquant. Puis j'ai trouvé que 2012, c'était un moment justement où, derrière les barricades, entre guillemets, là, derrière le mouvement de grève, il y avait quelque chose de neuf qui émergeait, qui était justement un mouvement collectif, une volonté de faire société. Fait que cette génération-là, je l'ai trouvée très belle, très inventive aussi dans sa façon de lutter. À Montréal, à chaque jour, il y avait des manifestations. Et puis, c'était différent chaque jour. C'était pas juste une répétition du même qui se reproduisait. C'était des activités qui étaient inventives, drôles, théâtrales, artistiques. Fait qu'il y avait quelque chose qui se passait qui, moi, m'a influencé. Je pense que je suis devenu peut-être aussi plus, est-ce que je peux dire radical, plus militant, en tout cas, en regardant mes étudiants se mobiliser en 2012. Et cette inventivité-là, vous l'avez aussi, entre autres, par la bande dessinée Résister et fleurir, mais j'ai aussi trouvé dans les projets que vous avez ou initiés ou auxquels vous avez participé, un autre projet qui s'appelait L'autre bord du mur, où il fallait briser les algorithmes pour favoriser de véritables rencontres avec des gens qui sont à côté de nous, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on vit dans une bulle artificielle. Vous avez été aussi de la défense du français dans votre propre collège à un moment où le collège veut offrir un certain nombre de cours en anglais. Une autre lutte où on va reconnaître. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un moteur commun à l'ensemble de ces projets auxquels vous suscitez une implication, vous vous impliquez vous-même? Bien, là, est-ce que c'est, je sais pas... C'est pas conscient, mais on dirait que là, à vous entendre, je trouve que oui. C'est-à-dire que je trouve que c'est important, le lien social, c'est important de tisser des liens. Puis la défense de la langue, c'est sûr que pour moi, je dis souvent aux étudiants qu'ils sont pour la promotion de la diversité, mais qu'ils ne sont pas très intéressés à la défense de l'identité québécoise. Or, en Amérique du Nord, la diversité, là, c'est nous qui l'incarnons peut-être le plus avec les Acadiens puis les francophones en Amérique du Nord. C'est nous, la diversité. Le reste de l'Amérique est anglophone, tu sais. Fait que se réapproprier ce sentiment-là d'appartenir à quelque chose qui est une aventure puis une culture qui mérite d'être défendue, pour moi, c'est aussi... c'est un lien social, le français. C'est notre façon d'avoir une démocratie originale puis une culture différente en Amérique. Puis j'étais préoccupé par le fait que mon directeur des études à l'époque voulait s'arrimer un peu sur les cégeps anglophones qui sont plus choisis là, par les étudiants à Montréal. Puis je trouvais qu'en faisant ça, il faisait du français la langue du pauvre. Puis il dévalorisait le français, alors que c'est pas lorsque tous les francophones sont dans la classe puis que le prof est francophone, il y a quelque chose de profondément artificiel à enseigner en anglais. Il y a un malaise, me semble. Puis c'est pas là qu'elle est notre force. Notre force, elle est dans le fait qu'on parle français. Fait que misons là-dessus. Je vous écoute. Mais donc, ouais. Puis le projet L'autre bord du mur, c'est que je constatais qu'effectivement, les étudiants sont dans leur bulle, sur le plan des réseaux sociaux, qui sont des bulles informationnelles, mais ils sont aussi fermés
par programme. Tu sais, les techniques policières sont ensemble, les sciences humaines sont ensemble, les sciences de la nature sont ensemble. Et je voulais décloisonner, favoriser le décloisonnement. Fait que c'était ça un peu Je vous écoute répondre à ma question, et puis on ne peut pas douter de votre conviction sur chacun de ces sujets-là. Mais en même temps, j'ai comme le sentiment, est-ce que la bougie d'allumage, c'est la conviction ou c'est l'indignation devant une situation? Bien, je pense qu'on dit souvent en sciences politiques que c'est plus facile de rassembler des gens contre quelque chose que de les rassembler pour quelque chose. Puis souvent, le moteur de l'action, c'est d'abord un refus. Tu dis non, ça c'est inacceptable. Puis c'est là que tu te lèves puis que tu commences à te dire, mais après ça, c'est pas tout de s'opposer puis de dire là, je suis contre ça, je suis contre ça. Il faut qu'à un moment donné, tu proposes quelque chose. Et donc, je pense que le départ, c'est souvent une forme d'indignation ou un refus. Mais après ça, c'est pas suffisant. Tu peux pas juste toujours être contre. D'abord, c'est drainant là, de porter cette espèce d'énergie négative. Il faut qu'à un moment donné, tu réussisses. Pour rassembler, il faut que tu construises quelque chose, puis que tu proposes des alternatives à ce contre quoi tu t'insurges. Notre rencontre est permise parce que j'ai fait la découverte de cette bande dessinée. Et cette bande dessinée, elle est due à un cours qui s'appelle Utopie, dystopie, le point de bascule que vous donnez. J'imagine que ce n'est pas un cours qui est déjà tout ficelé par le ministère dans son programme cadre, là. C'est donc quelque chose que vous avez voulu offrir. C'est quoi l'origine de ce cours-là et c'est quoi l'objectif que vous tentez d'atteindre? L'origine du cours, c'est... En fait, ça tire dans toutes les directions, mais à l'origine, je pense que j'étais un peu dans une sorte de crise existentielle, là, où ce que je me demandais justement, avec la crise climatique, le déclin de la biodiversité, qu'est-ce que j'enseigne, moi, comme prof? T'sais? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je me mette à enseigner une forme de désespoir constant? T'sais? Les choses vont mal, les institutions sont bloquées. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait enseigner l'utopie, qui est l'imagination de la société, d'une société meilleure. Puis l'utopie, quand tu lis là-dessus, tu te rends compte que c'est une forme de critique du présent, parce que quand tu rêves à quelque chose de mieux, c'est donc que dans le temps présent, il y a quelque chose qui ne convient pas. Exact. Puis là, je me suis dit, c'est intéressant de penser en dialogue, de faire dialoguer donc l'imagination de la société meilleure avec les dystopies, l'imagination de la société du pire. Et donc là, j'ai monté un cours en diptyque, si vous voulez, où est-ce qu'on imaginait le meilleur, puis on imaginait le pire. Et l'une et l'autre, la dystopie comme l'utopie, nous permettent de formuler des critiques sur le contemporain, sur le moment présent. Là. Parce que la dystopie, c'est aussi prendre certaines caractéristiques du temps présent, puis si on les pousse à l'extrême, si on continue dans ce sens-là, on arrive dans le pire. C'est donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'aller dans le pire? C'est une sorte d'avertissement, la dystopie. N'allons pas là, tu sais. Et donc, l'utopie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour tendre vers le meilleur, puis la dystopie, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour pas aller là, tu sais. Et donc, je trouvais ça très stimulant, puis je me suis rendu compte que les étudiants adoraient ça, de réfléchir à partir de ces deux prismes-là. Et ça a généré des discussions en classe que j'ai transposées quelquefois dans la BD, parce que je trouvais que je vous parlais tout à l'heure comment j'ai découvert la science politique avec des profs qui étaient capables de nous faire participer, puis après ça, de rattacher notre parole au cadre théorique du cours. Bien, dans ce cours-là, il y a quelque chose qui se passait. Hein? Les étudiants se retrouvaient. La parole était fluide, puis c'était super stimulant de les faire réfléchir à partir de ces notions-là. En tout cas, à l'évidence, ça s'est passé au moment avec la cohorte d'étudiants qui a donné naissance à cette BD-là. Parce que, si j'ai bien compris, en lisant, vous faites référence à une étudiante qui s'appelle Lilou Seili. Exact. Qui, par la remise de son travail, vous me direz c'était quoi le travail demandé, ça va m'éclairer, par la remise de son travail, ça vous a vraiment complètement bouleversé. Genre un travail d'étudiant comme on en a un trop peu souvent. Trop peu souvent, oui. Mais qui marque et qui change des choses. Alors, c'était quoi le travail? Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Et comment on arrive maintenant à la BD? Oui. Alors, c'est justement la première édition. Donc, j'ai eu la chance de donner ce cours-là à trois cohortes différentes.
la première édition, j'ai eu les Lucélie dans cette classe-là, puis je faisais travailler en fin de session, on parlait de décroissance, puis on parlait de direction de l'utopie, parce qu'une des leçons peut-être du 20e siècle, c'est que l'utopie, il ne faut pas qu'elle soit toute faite puis toute construite, il faut peut-être prendre le chemin, la direction de l'utopie, puis s'ajuster en marchant, parce que les utopies toutes faites deviennent trop rigides, puis elles nous font basculer dans le pire. La société communiste au 20e siècle, c'est un projet tellement défini d'avance que ça bascule dans une sorte de dystopie. Tu ne veux pas aller dans cette... Alors, une des directions de l'utopie, c'était inventer des communs, des communautés de partage. Parce que le capitalisme génère des inégalités, détruit l'environnement, conduit au déclin de la biodiversité. Comment on peut contourner la grande entreprise puis inventer d'autres marchés que le marché capitaliste? Bien, une des directions, c'est les communautés de partage. Et je leur disais, trouvez-moi un commun, une communauté de partage, puis essayez de montrer comment, par cette direction-là, par cette communauté-là, on peut inventer un autre monde, tendre vers l'utopie. Et Lilou a parlé d'un terrain vague dans son quartier qui devenait une sorte de commun. Et un autre concept que je demandais de mobiliser, c'est le concept d'hétérotopie qui vient de Michel Foucault. Alors, c'est un lieu autre, sortir de la norme pour penser hors du cadre. Et donc, elle disait, bien, c'est une hétérotopie aussi, ce terrain vague-là, parce qu'il appartient à personne. C'est un terrain où la nature a repris ses droits, puis elle va là pour se sortir un peu de la routine, observer la ville, et puis c'est un commun parce que elle n'est pas seule. Il y a de plus en plus de gens, des promeneurs de chiens, des joggeurs, des anarchistes qui font des raves, des gens qui font des feux, des barbecues qui s'organisent, des pique-niques. Et donc, c'est un espace qui est pris en charge par les usagers du terrain vague. Et donc, c'était un commun, puis c'était une hétérotopie. Puis, dans son travail, elle mobilisait toutes les notions du cours, mais de façon subtile, pas de manière scolaire. C'était poétique, c'était magnifique. Puis, quelqu'un qui a suivi le cours, moi, je le donnais, fait que je pouvais bien savoir. On pouvait voir là qu'elle mobilisait parfaitement, mais de façon extrêmement habile et poétique, toutes les notions du cours. Fait que là, j'étais comme illuminé par le travail. Et donc, toutes les fois où j'ai donné le cours, subséquemment, je faisais lire ce travail-là d'entrée de jeu. Je disais, c'est le genre de travail que je vais vous faire faire dans le cadre du cours. Puis, vous allez voir un peu que l'exemple de ce terrain-là, c'est devenu aussi un exemple concret de l'utopie du libre marché, par exemple. Moi, j'enseigne Milton Friedman, qui est un économiste de l'Université de Chicago, qui dit que le meilleur modèle de coopération possible, c'est le libre marché. Parce que les gens coopèrent sans se connaître, puis ils produisent un bien de consommation au meilleur prix. Mais derrière cette utopie du libre marché, qui a, on pourrait dire, dominé l'Occident dans les 40 dernières années, se cache aussi certaines formes de dystopie, l'explosion des inégalités, la destruction de l'environnement, la disparition de la biodiversité. Et donc, comment on peut sortir du prisme du libre marché? Bien, voilà, par des communautés de partage qui cherchent à contourner la grande entreprise puis développer d'autres moyens de vivre que celles axées sur le libre marché. Tu sais. Fait que la lutte sociale qui se profile derrière ce terrain vague qui est menacé de destruction par une immense plateforme de transbordement de conteneurs, bien là, tu vois qu'on touche à toutes les notions propres à la science politique. Là, quand la mondialisation marchande, les conteneurs, arrivent dans un quartier qui est déjà défavorisé, Hochelaga-Maisonneuve, ce n'est pas un quartier favorisé, c'est un quartier où les gens, déjà à la naissance, ont 10 ans d'espérance de vie de moins qu'ailleurs dans le West Island, par exemple. Puis c'est un quartier où les îlots de chaleur, en contexte de changement climatique, sont plus nombreux. Donc, les taux de surmortalité, dans le cas des vagues de chaleur, sont les plus hauts au Canada. Puis là, on viendrait détruire un espace vert pour faire place à des conteneurs, pour la circulation des marchandises propres à la mondialisation. Fait que là, toutes les notions propres à ma matière atterrissaient dans un quartier qui est le quartier où j'enseigne. Fait que ça devenait un exemple très tangible de quand on présente la mondialisation comme essentiellement bénéfique. Là, on voyait l'angle mort et on voyait une lutte sociale se lever pour défendre ce terrain-là, puis une communauté se lever pour dire, dans le fond, une autre fin du monde est possible. C'est un graffiti qu'il y a à côté du terrain vague que je trouve magnifique. Et où se fait le passage entre le prof vraiment émerveillé de voir la qualité d'un travail qu'il reçoit, c'est une gratification indirecte, sinon directe, et le passage à l'ouvrage?
Bien, c'est sûr que moi, j'ai toujours été, tu sais, puis Joachim aussi, le dessinateur, on se parlait, puis on rêvait de faire une bande dessinée. Je pense qu'il y a eu plusieurs déclics. Le texte de Lilou en est un, c'est sûr, mais il y a aussi quelque chose d'assez banal qui est en plein dans la session où Lilou me subissait comme prof. Vraisemblablement, elle n'utiliserait peut-être pas ce verbe-là si elle a créé ce travail. À la blague un peu, mais on a basculé, ça a été la pandémie qui est arrivée, puis on a basculé en Zoom, tu sais, l'enseignement Bien, ça se voit dans la distance, BD, on voit les cases. D'ailleurs, donc, je me suis demandé si c'était pas ça. L'origine du format BD. C'est ça. Parce que les cases étaient comme déjà là. Voilà. C'était un peu le déclic. Joachim et moi, on parlait de l'intérêt qu'on avait pour la bande dessinée. Mais à un moment donné, j'ai regardé un peu. On devient un peu conscient de nous-mêmes quand on donne un cours en Zoom. Puis on était chacun dans notre case. Et donc, j'ai trouvé que, il manquait juste un phylactère. Bonjour, bienvenue dans mon cours. Tu sais. On les retrouve. Et donc, c'est comme si ça a accéléré la chose. Puis à un moment donné, dans le fond, en jasant avec Joachim, parce que dans le fond, c'est une discussion interminable qu'on a eue, puis il est devenu co-scénariste. Hein? Bien, c'est le texte de Lilou qui est devenu le fil conducteur parce que c'est elle qui raconte l'attachement pour ce terrain vague-là. Et tomber amoureux ou amoureuse de ce territoire-là, c'est la première étape pour se joindre à une lutte sociale plus grande contre la destruction de ce territoire-là, contre le projet Saint-Laurent du gouvernement Legault, dans le fond, parce que c'est l'agrandissement du port de Montréal, puis c'est l'agrandissement du port de Sept-Îles, puis c'est l'agrandissement du port de Cacouna, puis c'est faire du fleuve Saint-Laurent une autoroute de transbordement de marchandises. Donc, alors, les luttes se connectent, puis à un moment donné, c'est pas juste une lutte locale, finalement. Hein? C'est une lutte contre la destruction du vivant, finalement. D'ailleurs, cette BD, vous êtes en lice pour un BDiste Causa au 37e Festival Québec BD dans la catégorie Réal Filion qui s'adresse à un auteur, scénariste ou dessinateur. Dans votre cas, vous avez les deux avec Joachim Bélanger. Pour un premier album francophone. Est-ce que, bien, déjà, il y a une reconnaissance, félicitations. Ouais, je vous souhaite le meilleur pour la soirée où vous recevrez vraisemblablement le prix, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais déjà, avec cette nomination, est-ce que vous le recevez comme une reconnaissance en disant merci, on ferme le chapitre et on passe à autre chose, ou bien ça devient un élément de motivation, un levier pour dire il y aura peut-être un tome 2? Ah oui, c'est un levier. Puis on le voit, notre lutte dans Schlager Maisonneuve, elle n'est pas terminée. On gagne des bouts, mais on perd d'autres bouts. Là. C'est vraiment une lutte de territoire. Ça ressemble à quoi, les bouts que vous avez gagnés dans cette lutte-là? Bien, en se mobilisant, ça fait 8 ans que la lutte est, on pourrait dire, amorcée. Déjà, le projet de Raymond Logistique, cette immense plateforme de transbordement de conteneurs, il n'en est qu'à la phase 1, alors que lui, dès 2016, il voulait tout le territoire, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Là, il était seulement 10 % de son potentiel de développement et il fonctionne seulement du lundi au vendredi de 7 heures à 5 heures. Donc, on a réussi à empêcher l'expansion ou la mise en place de la totalité du projet. Puis en luttant, on a réussi aussi à préserver un boisé qu'on appelle le boisé Vimont. Mes enfants l'appellent la forêt magique. Puis on a réussi à protéger un autre boisé qui s'appelle le boisé Steinberg. Puis là, on est en train de les connecter par une friche ferroviaire que on va peut-être réussir à faire protéger. Et donc, déjà, il y a des portions de territoire qu'on a réussi à faire préserver de la destruction. Et ces gains-là, ils sont pérennes? Ils sont pérennes, oui. Et je dis aussi qu'on a gagné une communauté. C'est-à-dire que tous ces gens qui se sont mobilisés pour ce terrain dont ils sont tombés amoureux, amoureuses, bien, c'est une communauté aujourd'hui qui est tissée serrée. Moi, maintenant, je sors de chez moi pour aller acheter du pain. Là, c'est fou comment je connais tout le monde. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 5-6 ans, quand je ne connaissais pas trop ce territoire-là et cette lutte-là, puis que la lutte n'avait pas encore pris, entre guillemets, ou levé, bien, je connaissais mon voisin, qui est Joachim. Je connaissais les parents des enfants de l'école, mais that's it. Alors que là, c'est sans fin. Là. On a vraiment une communauté qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus résiliente. Fait que c'est ça aussi, la transition écologique. Là, c'est se relier entre nous, hein, puis d'être capable de se solidariser, soit pour refuser des projets ou soit pour en proposer. Et j'imagine que les élus qui représentent ce quartier-là, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, vous devenez aussi des incontournables. Oui, exact.
ils sont maintenant, il y a un détour obligé, là, c'est d'aller rencontrer les gens de la lutte, nos porte-paroles, qui sont des filles qui sont très articulées puis très documentées. Puis, là, à tous les paliers, on devient un incontournable. On est devenu une force politique dans Hochelaga-Maisonneuve, on pourrait même dire dans l'est de Montréal. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on se solidarise avec d'autres luttes qui, partout au Québec, sont apparentés à la nôtre, c'est-à-dire plein de territoires qui sont menacés de destruction par des infrastructures de transport, des projets immobiliers, le développement de la filière batterie, etc. Tu sais. J'ai une petite dernière question pour vous. L'utopie, est-ce que ce serait de croire à la sauvegarde d'espaces comme le vôtre, une lutte qui a son équivalent dans de nombreuses municipalités, vous l'avez dit, on se reconnaît tout à fait à Trois-Rivières dans vos propos, ou l'utopie, c'est de croire encore à un mode de croissance économique exact. Qui, je dirais, qui nous inculque un développement sans persistance. Là. C'est ça que je trouve qui est intéressant dans la thématique utopie-dystopie aussi, c'est qu'effectivement, des fois, on se fait traiter de rêveur ou d'être complètement déconnecté de la réalité quand on dit « touchez pas à ce terrain-là, laissez la nature reprendre ses droits, vous allez le détruire ». Puis, mais je pense qu'effectivement, ceux qui sont un peu hors de la réalité, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer dans une croissance économique infinie dans le contexte actuel. Et donc, les partisans de l'utopie aujourd'hui sont peut-être plus réalistes que ceux qui nous taxent ou qui nous affublent de l'étiquette d'utopiste. Mm-hmm. Et qui disent, ben ouais, on peut continuer comme ça là, dans le capitalisme vert là, ou dans la croissance économique sans fin. Non, je pense que ces gens-là sont déconnectés de la réalité de la crise qui nous pèse. Là. Monsieur Chénier, merci infiniment pour cette réflexion profonde, trop brève, mais que j'espère on va répéter. Ben ouais, merci. Merci.